Donc j'étais à cette formule. Alors, en fait, cette formule, elle fait apparaître quelque chose qui est très important et qui est très intéressant. C'est une mauvaise interprétation de Modielli-Miller pourrait vous penser que pourrait vous faire dire des choses qui sont un peu fausses. Le fait que la structure financière n'ait pas de conséquences sur la valeur de l'entreprise, c'est ça le résultat de Modielli-Miller, n'implique pas qu'il ne puisse pas y avoir des conflits d'intérêts entre les différentes parties prenantes de l'entreprise. Bien au contraire. Et donc c'est ce point-là qu'on va voir. C'est pas parce que la structure financière n'a pas de conséquences sur la valeur de l'entreprise que ça n'a pas d'importance dans l'entreprise, y compris sur les rapports de force à l'intérieur de l'entreprise. Ce que nous explique le théorème de Modielli-Miller, c'est que la taille de la pizza ne dépend pas de la manière dont on la coupe. Maintenant, évidemment, la taille de ce que chacun obtient dans la pizza dépend de ce que l'autre obtient, d'accord ? Il y a un partage de valeur, et même de création de valeur, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc il y a des conflits d'intérêts. La structure financière, elle définit le partage de la valeur entre actionnaires et créanciers. Évidemment, une modification de la structure à un moment altère ce partage, modifie ce partage. D'accord ? Donc, à l'avantage de l'un ou de l'autre. Donc nécessairement, dès lors qu'il y a une modification de la structure financière, il y a un conflit d'intérêts qui peut apparaître entre les actionnaires et les créanciers obligataires. Exemple d'un rachat d'actions par endettement, et c'est exactement ce qu'on a déjà vu. Un rachat d'actions par endettement, c'est quoi? C'est une opération dans laquelle c'est une opération qui est une opération purement financière, qui ne crée pas de valeur. Donc il n'y a pas de delta V et de I. Delta V moins I est égal à 0. C'est ça, hein? Delta V moins I est égal à 0. C'est ça, hein, une opération de ce type-là. C'est une opération qui n'a pas de conséquences réelles. Delta V moins I est égal à 0. C'est une opération sans création de valeur. Donc, typiquement, par exemple, c'est une opération qui consiste à... qu'est-ce qu'on fait là? On rachète des actions en émettant des obligations. Donc la première équation, vous la connaissez bien, c'est celle qui vous explique que la valeur avant l'opération, vous la connaissez bien, c'est celle que j'ai déjà introduite, c'est la valeur des actions plus la valeur des obligations. Admettez avec moi que les obligations soient des obligations 0 coupon de maturité 1. Donc le prix de ces obligations est lié, d'accord, au rendement, à l'espérance de rendement de l'obligation en question par la formule 1 sur 1 plus RD. Donc si le coût de la dette augmente, le prix des obligations baisse. On est d'accord? 0 coupon. Si le RD baisse, le prix des obligations augmente. Donc si la dette devient moins risquée, ça veut dire que la prime de risque de la dette va baisser. Parce que la RD va baisser, le prix de l'obligation va monter. D'accord? Vous êtes prêt à payer davantage pour quelque chose qui vous donne un revenu de manière plus certaine. De la même manière, si le coût de la dette, si le risque augmente, le risque de la dette augmente, la prime de risque sur la dette augmente, et dans ce cas-là, le prix des obligations va baisser. D'accord? Donc Q0, Q peut s'adapter évidemment comme RD, en sens inverse de RD, lorsque on modifie le partage du risque à l'intérieur de l'entreprise. Un rachat d'actions par endettement, on a vu que c'était deux équations. La première équation, qui simplement stipule que ce que vous levez, vous émettez des nouvelles obligations. D'accord? Donc vous en émettez combien? Vous en émettez M1 moins M0, delta M, que je vais appeler delta M. Vous les vendez à quel prix? Les nouvelles obligations, a priori, elles sont comme les anciennes. C'est des obligations 0 coupon qui vous donnent droit en espérance à un revenu de 1. D'accord? Donc, toutes les obligations vont avoir le même prix. Quel est le prix des nouvelles obligations? Q1. Les anciennes obligations, évidemment, elles ont aussi un prix de Q1 quand vous mettez en œuvre cette opération. Donc, ceci, delta M multiplié par Q1, c'est le montant de dette que vous pouvez lever sur les marchés par une émission obligataire. D'accord? Et vous émettez des obligations au pair, vous les émettez au nouveau prix. Delta M multiplié par Q1. Combien d'actions vous allez racheter? Vous allez les racheter à quel prix? Vous allez les racheter au prix P1. C'est un argument que j'ai déjà beaucoup développé. Parce que celui qui vous revend son action, il doit être indifférent entre vous la revendre ou la garder. Donc le prix c'est P1. Combien vous en rachetez? Vous en rachetez N0 moins N1.
Donc cette équation, elle m'explique simplement comment est financée votre opération financière. D'ailleurs, on pourrait aussi faire l'opération inverse. Le signe n'importe pas. Ici, j'ai supposé que N1 moins N0 dans mes commentaires était positif et que M1 moins M0 était positif. Les deux pourraient être négatifs, d'accord? On a cette relation-là. Et par ailleurs, on sait que V c'est égal à N1 multiplié par P1 plus N1 multiplié par Q1. C'est déjà une équation que j'ai déjà totalement faite tout à l'heure, c'est la même. Si vous combinez toutes ces équations, vous aboutissez à l'équation de création de valeur, celle que j'ai déjà indiquée. Delta V moins I, qui est ici égal à 0, c'est égal à N0 delta P plus M0 delta Q. D'accord? Donc c'est l'équation que j'aime bien. Delta V moins I, ici c'est 0, c'est N0 delta P plus M0 delta Q. Et ça vous indique qui s'approprie la valeur. Ici c'est une opération blanche, c'est une opération financière. Il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de coût difficulté financière, etc. Je vais laisser que je suis dans le modèle pur. Donc on voit bien que, vous voyez que si l'actionnaire gagne quelque chose, si P1 moins P0 est positif, d'accord, ça implique nécessairement que Q1 moins Q0 soit négatif. Donc ça c'est fondamental à comprendre. C'est comprendre que si, au terme de cette opération financière, si jamais le prix des actions augmentait, d'accord, si jamais le prix des actions augmentait, ou diminuait, enfin augmentait ici, d'accord, cela se traduirait par une baisse du prix des obligations. Ça nous démontre un conflit d'intérêts. Les actionnaires, ce sont eux qui décident, dans l'entreprise. D'accord ? Et ce sont eux qui décident éventuellement de modifier la structure financière de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'en modifiant la structure financière de l'entreprise, ils ont éventuellement la possibilité de gagner quelque chose, et s'ils le font, c'est certainement pour gagner quelque chose. Et s'ils gagnent quelque chose et que l'opération est blanche, c'est qu'ils le gagnent au détriment des créanciers obligataires. D'accord ? Et comment ça se traduit par les créanciers obligataires ? Par un Q1 moins Q0 qui est négatif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire simplement que... Enfin, comment... Non. Un cas qu'on a abondamment traité, c'est un cas où le coût de la dette restait le même. La dette, elle restait certaine, par exemple. D'accord ? Donc l'opération se faisait à coût de la dette inchangé. Coût de la dette inchangé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le prix des obligations ne bouge pas. Si le prix des obligations ne bouge pas, bah, évidemment, mon équation, elle me dit que dans ce cas-là, le prix des actions ne bouge pas. C'est bien toujours ce que je vous ai dit. Je vous dis, ah non, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas parce que la nouvelle dette, on nous dit qu'elle est sans risque. Donc comme tout est sans risque, ça veut dire que Q1 est égal à Q0. Si Q1 est égal à Q0, P1 est égal à P0. Mais si la dette devient plus risquée, la nouvelle dette devient plus risquée, par exemple, elle devient plus risquée parce que vous passez dans la zone d'endettement. Rappelez-vous le singe, là, ou le orang-outan. Vous passez dans la zone d'endettement, vous créez une dette, et cette dette, elle devient risquée. Dans ce cas-là, évidemment, le coût de la dette va augmenter, puisque le coût de la dette va incorporer une prime de risque. Et si le coût de la dette augmente, le prix des obligations va baisser. Et donc dans ce cas-là, P1 moins P0 peut être positif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement qu'en modifiant la manière dont se partage le gâteau, les actionnaires ont donné un petit peu de risque, ont donné du risque supplémentaire aux créanciers obligataires. Cette augmentation du risque des créanciers obligataires fait baisser le prix des obligations qui auparavant étaient sans risque. D'accord ? Fait baisser ce prix. Et donc si ça baisse le prix, Q1 moins Q0 est négatif et le corollaire c'est que P1 moins P0 est positif. D'accord ? Donc il y a bien un conflit d'intérêt qui apparaît. Et ça c'est absolument essentiel de le comprendre. C'est absolument essentiel de le comprendre. Donc il est directement dans mes équations. Donc comment le résoudre ? En fait, vous voyez qu'il y a une tentation de la part du créancier, de l'actionnaire qui décide dans l'entreprise en permanence d'essayer de spolier l'ancien créancier obligataire. Parce que celui qui se fait avoir, c'est pas le nouveau créancier obligataire. Celui-là, il rachète les obligations au prix qu'elles ont, au prix Q1. C'est celui qui possédait l'obligation précédemment et qui voit la valeur de son obligation baisser parce qu'il y a plus de dette dans l'entreprise et donc que la dette devient plus risquée. Donc c'est lui qui se fait avoir. Donc il y a une tentation permanente des actionnaires, éventuellement, d'essayer de prendre de la valeur aux créanciers obligataires et de les spolier, de gagner de l'argent sur eux. Typiquement, en rachetant des actions et en augmentant la dette. Vous voyez que cette tendance, si elle était véritablement mise en œuvre, est dramatique pour l'entreprise. Puisque dans ce cas-là, évidemment, les créanciers obligataires
ils anticipent qu'à tout moment, l'actionnaire peut jouer sur la discrétion et augmenter la dette à un niveau tel que les prix de ses obligations vont baisser, tout ça pour se créer de la valeur pour lui. D'accord ? Donc le capitalisme, il aurait du mal à fonctionner, la dette aurait du mal à exister, si tout le monde avait ce mécanisme-là en tête en permanence et en disant ah oui, mais attention, on va tout de suite émettre de la dette supplémentaire pour acheter des actions, pour faire monter le prix des actions et pour gagner de l'argent. D'accord ? Donc quelque part, il faut des dispositifs légaux qui empêchent ça. Des dispositifs légaux qui empêchent ça, qui limitent, parce que c'est tout le temps une tentation, je n'ai pas dit qu'on pouvait l'empêcher totalement, c'est précisément de donner des garanties aux créanciers obligataires, aux anciens créanciers obligataires. D'accord ? C'est ce qu'on appelle, c'est des clauses de garantie, ce qu'on appelle des covenants. C'est quelque chose, en anglais, je ne sais pas comment on appelle ça en français, covenants, en anglais on appelle ça covenants, c'est des choses qui limitent la discrétion des actionnaires en matière de gestion de la dette pour la dette ancienne. D'accord ? Qui fait que les intérêts des anciens créanciers obligataires soient protégés. Parce que sinon, évidemment, on aurait toujours cette tentation de spolier les créanciers obligataires en rendant la dette plus risquée. Donc il faut trouver des mécanismes qui leur donnent des garanties. Sinon, les gens ne vont pas vouloir souscrire au contrat de dette. Si vous souscrivez un contrat de dette, mais que dès le lendemain, le type peut augmenter la dette, racheter des actions, etc., et baisser la valeur de votre dette, de ce que vous détenez, évidemment, ça ne va pas faciliter la levée de capitaux. Donc, pour ça, on met en place des covenants, donc des garanties qu'on donne, on restreint sa liberté, en quelque sorte, pour convaincre les gens quand même de vous prêter de l'argent et pour leur dire qu'on ne peut pas les spolier. Donc, ce point-là est absolument important. Donc effectivement, si vous regardez notre ami Yogi Berra, d'accord, l'image elle est bien là. C'est que ce que vous dit Monier Miller, c'est bien que la manière dont on coupe la pizza ne modifie pas sa taille. Mais évidemment, ça modifie la manière dont le risque est partagé entre les deux parties, et ça modifie la taille du gâteau qui est donné à chacun. Okay ? Et quand vous redécoupez le gâteau, vous voyez que ici je fais une opération qui peut se faire au détriment des créanciers obligataires. Donc vous avez bien un conflit d'intérêts qui apparaît. Ça, c'est lié à quelque chose qu'on appelle les coûts d'avance de la dette. Les coûts d'avance de la dette, c'est exactement la situation que je viens de vous décrire ici. C'est le fait que quand on augmente l'endettement, on peut spolier les anciens créanciers obligataires. Donc, MOMI, c'est la neutralité de la structure financière, c'est la décision réelle de l'entreprise. On peut le voir comme ça. J'ai un peu plus loin parce que MOMI, au départ, c'est la neutralité de la structure financière sur la valeur de l'entreprise. Et là, on se dit, mais est-ce que c'est la neutralité sur les décisions réelles de l'entreprise ? Et ça, c'est exactement la question qu'on va se poser maintenant. En fait, il faut comprendre quelque chose. C'est que le théorème de Monier et Miller, il s'applique lorsque l'actif économique de l'entreprise est défini avant la structure financière. Avant la structure financière. Il s'applique à l'actif économique de l'entreprise donné. D'accord ? Donc quand l'entreprise est créée, son actif économique, il est ce qu'il est. D'accord ? On crée une structure financière pour financer les investissements. Mais évidemment, une fois que l'entreprise a démarré, là, elle a un problème. C'est que maintenant, elle a des créanciers obligataires et elle a des actionnaires. Et c'est là que les conflits d'intérêts apparaissent. Parce que l'actif économique d'une entreprise, évidemment, il est évolutif. Et une entreprise, elle passe son temps à gérer un actif économique. Donc le problème, la limite essentielle de Monier et Miller, elle est peut-être là, dans la philosophie. C'est que c'est vrai, le théorème est vrai, mais c'est en se donnant la structure de l'actif. Le problème, c'est que une fois que l'entreprise commence à vivre, elle modifie sa structure d'actifs en faisant des choix d'investissement. D'accord ? C'est ce qu'on va voir ensuite. Donc que se passe-t-il si des nouveaux projets apparaissent ? Typiquement, delta V-I. Que se passe-t-il si on a du delta V-I dans l'air ? D'accord ? Si on fait apparaître des nouveaux projets avec une vanne, est-ce qu'il faut les prendre, qui décide, etc. Et comment on va les financer ? Et est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts qui apparaissent entre les deux parties ? La réponse, elle est oui, bien sûr, il va y avoir des conflits d'intérêts qui apparaissent. Et ces conflits d'intérêts, c'est bien les coûts d'agent de la dette. On a déjà vu cette équation, donc je ne vais peut-être pas la refaire, mais cette équation, ce qui me semble fondamental, c'est cette équation dont j'ai déjà parlé, et on l'a déjà vue, donc on va la réutiliser après en plus. C'est l'équation de création de valeur. C'est l'équation de création de valeur.
Quand vous avez un brevet qui apparaît dans l'entreprise, vous modifiez l'actif économique. D'accord? À gauche, c'est bien une modification de l'actif économique, il y a un delta V. Donc il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. D'accord? Une création de valeur dans l'entreprise. Ici, elle est consécutive à un investissement. Ça pourrait être un cadeau tombé du ciel. Hein, d'accord? I peut être égal à 0. Tout d'un coup, le delta V augmente. Immédiatement, vous avez cette question-là. D'accord? Delta V moins I, c'est tout le temps égal à M0 delta P plus M0 delta Q. Tout le temps. D'accord? Donc, ça peut impliquer un conflit d'intérêts. C'est ce qu'on va voir maintenant, certainement. Critères de la vanne et intérêt des actionnaires. Alors, vous voyez que ça, c'est intéressant. Critères de la vanne et intérêt des actionnaires. A priori, ce qu'on a vu dans le chapitre 4 du livre, je ne sais combien, c'est le fait que pour évaluer un brevet, vous regardez sa valeur actuelle nette. Donc la valeur actuelle nette d'un brevet, c'est quoi? C'est combien il coûte en négatif et combien il rapporte en valeur actualisée. Donc la valeur actualisée, c'est delta V. Donc la vanne, c'est bien delta V moins I. Et au passage, ce qu'on appelle le taux de rendement interne du brevet, c'est delta V sur I moins 1. On est d'accord? C'est ça, le taux de rendement interne du brevet. C'est combien le brevet rapporte, combien il rapporte en pourcentage de ce qu'il a coûté. D'accord? Donc c'est ça le TRI, quoi, le TRI net du brevet. C'est pas le TRI exactement, c'est le TRI net. Enfin, c'est le ratio delta V sur V. Voilà. Donc ce qu'on a vu effectivement, c'est que ceci était tout le temps égal à N0 delta P plus M0 delta Q. C'est ma fameuse équation de création de valeur. Or, le problème, c'est que les gens qui décident dans l'entreprise, c'est plutôt les actionnaires que les créanciers obligataires. Et c'est plutôt les anciens actionnaires, ceux qui sont présents le jour de la décision, plutôt que les nouveaux actionnaires, d'accord? Donc, c'est précisément les N0 qui peuvent faire une plus-value ou une moins-value sur un brevet. Donc, ils décident, eux, en fonction d'un critère qui est P1 moins P0. Est-ce qu'ils gagnent de l'argent à faire le brevet ou pas? Donc, la question, c'est... la question, elle est simple. Vous voyez bien que N0 delta P, qui est la valeur qui est accaparée par les actionnaires lorsqu'un brevet est mis en œuvre, c'est égal à quoi? C'est égal finalement à delta V moins I, la vanne, d'accord, moins M0 delta Q. La manière dont éventuellement vous pouvez spolier les créanciers obligataires en mettant en œuvre le brevet. Par exemple, en rendant l'entreprise plus risquée. Si vous mettez un brevet en œuvre qui rend l'entreprise plus risquée, vous voyez que les créanciers obligataires, ils vont supporter davantage de risques, le prix des obligations va baisser, et donc vous accaparez davantage de valeur, plus que la vanne. Donc vous faites une double opération. D'un côté, vous récupérez la vanne, mais en plus, vous récupérez un gain sur les créanciers obligataires. Donc quand on regarde le critère d'acceptation d'un brevet, d'accord, le critère d'acceptation d'un brevet, c'est a priori, nos créanciers, nos actionnaires ont voté oui à un brevet, dès lors que N0 delta P est positif. D'accord? Et vous voyez que N0 delta P est positif, ça signifie simplement que la vanne du brevet, delta P moins I, d'accord, est supérieure à M0 delta Q. Donc, on voit pas quelque chose d'intéressant. C'est que on nous dit un critère pertinent d'un point de vue économique ou du point de vue d'efficacité, c'est la valeur actuelle nette du brevet. Effectivement, c'est ce qu'on lie à l'actif. Mais vous voyez bien que si vous regardez le passif et la structure de décision de l'entreprise, le critère de décision ultime, c'est la décision de l'actionnaire. P1 moins P0. Or, le fait d'avoir un N0 delta P positif n'est pas la même chose que d'avoir une vanne positive. Il y a deux situations possibles. Il y a la situation, première situation, le brevet est, première situation, imaginons que M0 delta Q est positif. M0 delta Q positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les créanciers obligataires gagnent à la mise en œuvre du brevet. Ce brevet, comment ils peuvent gagner? Ils peuvent gagner parce que le coût de la dette baisse suite à la mise en œuvre du brevet. Comment ils peuvent gagner à ça? Pourquoi ça peut être le cas? Vous mettez en œuvre un brevet qui est très peu risqué, qui est moins risqué
qui réduit l'incertitude dans l'entreprise, qui est moins risqué que la dette, actuelle, qui est moins risqué que la dette actuelle. Donc un brevet qui est très très peu risqué. Dans ce cas-là, ça fait baisser le coût de la dette et ça fait un M0 delta Q qui est positif ou nul. D'accord? Ok? Dans ce cas-là, vous voyez bien qu'on peut avoir une situation. Donc, on a ici 0, M0 delta Q serait positif, serait ici, d'accord? Et vous voyez que si delta V moins I est compris, si delta V moins I est positif, mais inférieur à M0 delta Q, d'accord? Et bien vous voyez que le brevet, même s'il a une vanne positive, delta V moins I est positif, imaginez que la vanne elle soit comprise entre 0 et M0 delta Q. Ben en fait, les actionnaires n'ont pas intérêt à mettre en œuvre ce brevet. Donc vous avez une situation qu'on appelle une situation de sous-investissement. On pourrait le dire comme ça. Peut-être que j'aurais dû commencer par l'autre cas qui est peut-être un peu moins tordu, d'accord? Donc vous voyez bien que dans ce cas-là, les actionnaires ne vont pas mettre en œuvre le brevet parce que le brevet, il dégage une vanne positive, mais il permet de réduire essentiellement le risque de la dette, et donc il augmente le prix des obligations, d'accord? Et donc c'est plutôt les créanciers obligataires qui s'accaparent le résultat du brevet, et eux n'y gagnent pas forcément, ils perdent. Donc dans ce cas-là, le brevet n'est pas mis en œuvre. Donc on peut avoir des situations dans lesquelles on a des brevets à vanne positive, mais qui ne sont pas mis en œuvre parce qu'ils sont peu risqués. A l'inverse, vous pouvez avoir un brevet qui est un brevet risqué. Un brevet risqué, c'est quoi? C'est un brevet qui a un delta Q négatif. Le prix des obligations baisse. Il baisse pourquoi? Parce que le RD augmente. Donc cette fois, les choses sont un peu différentes. Vous avez 0 qui est ici. Vous avez M0 delta Q qui est négatif. D'accord? Et vous voyez que dans ce cas-là, il est tout à fait possible qu'un projet à vanne négative soit mis en œuvre dès lors que cette vanne reste supérieure à M0 delta Q. Dans cette zone ici, d'accord? Dans cette zone ici, vous pouvez avoir des brevets qui sont à vanne positive, négative, d'accord? Donc qui ne devraient pas être mis en œuvre, qui sont effectivement mis en œuvre. Pourquoi ils sont mis en œuvre? Parce que ces brevets, ils augmentent le risque de la dette, et donc ils flousent. Enfin, c'est bien en français ça, ils spolient, c'est beaucoup mieux. Ils spolient les créanciers obligataires, d'accord, à l'avantage des actionnaires, d'accord. Et donc, cette fois, on est en situation de surinvestissement. C'est-à-dire, on va mettre en œuvre des brevets. Pourquoi je dis sur ou sous? Parce qu'on va mettre en œuvre des brevets qui ne sont pas forcément des brevets à vanne positive. Le brevet, il n'est pas rentable, mais on le met quand même en œuvre parce qu'en gros, on le fait payer par les créanciers obligataires et on réussit à gagner de l'argent de cette manière-là, en tant qu'actionnaire. D'accord? Donc ça, c'est un point qui est vraiment essentiel, de bien comprendre que le critère économique pour mettre en œuvre un brevet, très bien, on accepte l'idée que c'est la vanne du brevet, delta V moins I. En fait, le décisionnaire, c'est l'actionnaire. Et ce qui est à l'avantage des actionnaires n'est pas forcément compatible avec la maximisation de la vanne, ou le fait d'avoir une vanne qui est positive ou nulle. On peut avoir deux situations opposées, une situation de sous-investissement et une situation de surinvestissement. On peut aussi avoir une situation dans laquelle tout se passe bien, d'accord? On ne peut pas l'exclure non plus. Mais en tout cas, on montre mathématiquement qu'il y a une possibilité de brevet, une possibilité de conflit. Donc ça, c'est des choses qui sont bien réelles. Je vais essayer d'expliciter ça maintenant. Si vous avez compris ces équations, le reste, c'est juste de l'explication, c'est des équations, c'est de la littérature. Ce qu'on appelle le surinvestissement, c'est ce qu'on appelle la substitution d'actifs. C'est l'idée que l'entreprise, quelquefois, a intérêt à adopter des brevets risqués parce que ces brevets risqués créent de la valeur à l'avantage des actionnaires au détriment des créanciers obligataires, rendre la dette plus risquée.
c'est la substitution d'actifs. On va remplacer des actifs peu risqués par des actifs risqués, pour faire supporter davantage de risques aux créanciers obligataires, non pas aux nouveaux créanciers obligataires, parce que ceux-là, ils payent aux anciens. C'est les anciens créanciers obligataires qui sont closés. Donc, évidemment, dans ce que je décris là, c'est comme s'il n'y avait pas de covenants, comme s'il n'y avait pas de possibilité de protéger, hein, puisque j'ai dit, on trouve des solutions pour protéger. Là, on ne protège pas, on a un delta Q. Donc, illustre ça sur deux exemples. Il me semble que, je ne sais pas si c'est ça, là. Voilà, comment on peut tirer parti des profits des créanciers. Je reviens dans le livre. Imaginons que l'entreprise est en situation financière tendue, donc elle n'est pas très loin de la faillite. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si elle augmente un petit peu sa dette, elle peut éventuellement passer dans la zone de faillite. Donc si elle adapte un projet qui est plus risqué, elle peut passer dans la zone de faillite. Le signe de la vanne n'emporte plus la décision. Exactement ce que j'ai décrit précédemment, c'est la situation de surinvestissement, où on va adopter un projet risqué, mais qui pourrait être à vanne négative. Donc effectivement, substitution d'actifs sur investissement, surendettement et sous-investissement, extraction de liquidité, on va voir tout ça. Bon, imaginez par exemple une entreprise, Lacour, qui doit rembourser un prêt de 1 million d'euros à la fin de l'année. C'est ce qu'elle doit rembourser. Sans modification de certains devis, la valeur de marché des actifs ne sera que de 200 000, d'où un dépôt de bilan. Elle est sûre d'être en dépôt de bilan l'année prochaine, puisqu'elle n'aura que 900 000. Si elle ne fait rien, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ben, voilà, on va lui proposer une nouvelle stratégie risquée, sans investissement préalable. Donc, cette nouvelle stratégie risquée, c'est un delta V, quelque chose, la vanne du brevet, ça devrait être delta V moins I. Bon, on suppose qu'il n'y a pas d'investissement supplémentaire, c'est pas très important. Mettez I égale 0. Donc, elle a une nouvelle stratégie. Mais attention, cette nouvelle stratégie a une vanne négative. La vanne ici, c'est delta V, puisqu'il n'y a pas de I. Donc, elle a une vanne négative. Mais cette vanne négative est avantageuse pour les actionnaires. Il va y avoir une prise excessive de risque. Documentons ça. C'est quoi sa nouvelle stratégie? Sa stratégie initiale, c'est une stratégie où il ne se passait rien. On avait 900 de manière certaine, dans tous les cas. Et là, rappelez-vous que l'entreprise, elle a 1000 d'endettement. On va mettre un projet, en œuvre un projet qui est un projet risqué, qui ne coûte rien à mettre en œuvre, mais qui va rapporter 1300 en cas de succès et 300 en cas d'échec. Évidemment, ce projet, il est extrêmement risqué. D'accord? Il est extrêmement risqué. Vous voyez que quand je dis que ce projet est à vanne négative, c'est simplement parce que l'espérance de ce projet, comme il est indiqué ici, c'est 800. D'accord? L'espérance du projet, c'est 800. Et précisément, avant, l'espérance du projet, c'était 900. Donc le delta V, il est égal à moins 100. Donc ce projet est un projet qui détruit la valeur pour l'entreprise. Mais vous voyez que ce projet qui détruit la valeur pour l'entreprise, il y a un avantage fondamental. C'est que l'entreprise, elle doit rembourser 1000. Elle doit rembourser 1000 de dette. Vous voyez que, de toute façon, ce qui se passe, c'est que s'il y a succès, elle pourra rembourser les 1000, et dans ce cas-là, les actionnaires récupéreront 300, et s'il y a échec, elle sera en situation de faillite, elle remboursera 300 aux actionnaires qui ont le droit aux créanciers obligataires qui ont le droit à l'actif résiduel, et ça s'arrêtera là. Donc, évidemment, que les actionnaires, ils ont intérêt à mettre en œuvre ce projet parce que dans le projet à 900, ça ne rapporte jamais rien. Ils ont toujours 1000 à rembourser. Comme ils ne rembourseront jamais 1000, ils rembourseront 900, ils auront 0 de manière certaine. Ici, ils obtiennent 300 une fois sur deux. Donc, parce que ce projet est risqué, je ne sais pas comment on peut le dire, parce que ça me paraît... Parce que ce projet est risqué, ce projet, c'est un projet dans lequel, effectivement, le delta V moins I, il est négatif et il est supérieur à ce que tout à l'heure j'ai appelé M0 delta Q. D'accord? Donc il ne rapporte pas, il a un négatif, mais ça se fait à l'avantage du créancier de l'actionnaire qui s'accapare une partie du M0 delta Q. Donc voilà un exemple de
substitution d'actifs lorsque vous allez prendre des risques excessifs parce que vous savez que de toute façon vous êtes mort. Donc c'est une forme de champ du signe, quoi. Donc, à la fin, de toute façon, quand vous êtes près de la fin, vous pouvez prendre des risques, vous n'avez plus rien à perdre. Quand on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner. donc voilà, quand on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner, c'est le principe. C'est la substitution d'actifs. Vous allez remplacer un actif qui est non risqué, 900, par un actif risqué qui est 1300-300, parce que ça vous donne une chance de gagner quelque chose. Alors que dans l'autre cas, vous êtes sûr de perdre tout le temps. Donc l'équation, ça provient exactement, c'est exactement l'illustration de ce cas-là. C'est exactement l'illustration de ce cas-là. Vous mettez en œuvre un brevet qui est à vanne négative, mais qui vous permet de spolier les créanciers obligataires. On peut faire le truc inverse. Le truc inverse, c'est le sous-investissement. Donc le truc inverse, c'est le fait que vous avez un brevet qui aurait une vanne positive, d'accord, mais qui serait peu risqué, qui pourrait améliorer la situation des créanciers obligataires. Donc ça serait la situation inverse. C'est la situation au contraire où on va sous-investir. On va sous-investir dans le sens où on ne va pas mettre en œuvre un brevet qui a pourtant une vanne positive. C'est le deuxième exemple, c'est l'autre cas que je mets en avant, celui où j'ai delta V moins I, la vanne qui est compris entre 0 et 0 delta Q. Donc c'est un brevet qui a priori est peu risqué. Donc imaginons cet exemple-là. Ah oui, alors là j'ai fait un truc assez... Imaginons cet exemple-là, on a un coût du brevet qui est de 100 et qui est financé uniquement par fonds propres. Donc il est de 100 le brevet, il est financé uniquement par fonds propres. Sans le nouveau brevet, on a 900 de manière certaine. Avec le nouveau brevet, on a quoi? On a une valeur des actifs qui est de 900 aussi, mais on a une vanne qui est de 150. Donc la valeur des actifs, c'est la valeur initiale de l'entreprise. Ce que je vous propose, c'est de traiter ce cas-là de manière un peu... j'ai fait une page. On va traiter ce cas-là. Donc ce brevet, c'est un brevet qui est défini par delta VI. Donc sa vanne, c'est delta V moins I. Donc I, c'était combien? I, c'est 100, et delta V, c'est 150 150. Donc les chiffres, c'est ça. Hein. Donc c'est un brevet qui rapporte 50. Quelle est la situation initiale de l'entreprise? On va essayer de faire un graphique propre. Je suis assez ambitieux sur mon graphique. Quel est le bilan d'entreprise? Alors le bilan d'entreprise, vous allez voir, du côté de l'actif, c'est pas très compliqué, donc je n'ai pas trop besoin d'en faire du côté de l'actif. Donc ça c'est l'actif A, et ça c'est le passif. Il y a une équation que j'aime bien, et que j'ai déjà commentée à de multiples occasions, qui est l'équation de création de valeur. Delta V moins I, donc les 50, c'est égal à N0 delta P plus M0 delta Q. L'équation de création de valeur. On va l'utiliser dans ce qu'on va faire là. Quel est l'actif de l'entreprise? Au départ, l'actif de l'entreprise, c'est V, qui vaut un certain niveau. C'était combien? 900. C'est ça, hein? 900. Et on nous explique que le brevet va nous rapporter 150. Donc V plus delta V, c'est 950. 1050. La situation initiale de l'entreprise, c'est une situation où effectivement on a N0 P0 action et on a M0 Q0 de dette. D'accord? Évidemment, quand on met en œuvre le brevet, et j'aurais dû le mettre en rouge, tout ça, les delta V, on va modifier la structure financière parce qu'il faut qu'on finance le brevet. Donc, je ne sais pas comment on va modifier la structure financière, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une variation de la valeur des capitaux propres et une variation de la valeur de la dette. D'accord? C'est ce que j'appelle delta NP. Delta NP, c'est la variation des capitaux propres. C'est un effet de nombre d'actions et un effet de prix. Ce delta NP, il est aussi égal à N0 delta P, faites le calcul vous-même,
plus P1 delta N. Et de la même manière, le delta MQ, il est égal à M0 delta Q plus Q1 delta M. Plus, évidemment, la situation initiale, N0 P0 et M0 Q0. Regardez bien ce tableau-là, ce décrit là. Si vous prenez ce P1 delta M et ce Q1 delta M, il est égal à quoi P1 delta M? P1 delta N, c'est le nombre d'actions que vous allez vendre. Vous allez augmenter, vous allez devoir financer votre investissement à hauteur de I. Ça vaut 100. C'est pour ça que vous allez émettre des nouvelles actions. Donc P1 delta N, c'est précisément ce que vous pouvez récupérer en émettant les actions. D'accord? P1 delta N. C'est le fruit de votre émission d'actions pour financer votre investissement. Q1 delta M, c'est quoi? On nous dit que l'intégralité est financée par fonds propres. Donc c'est 0. La somme des deux, ça, c'est égal à l'investissement. C'est ce que vous montez pour récupérer de l'argent pour financer votre projet. D'accord? C'est I. Et donc c'est 100. On a déjà dit, c'est 100. Ça c'est quoi? Ce qui est là, au bout, c'est V0. Tout ceci, c'est V0. D'accord? Ce morceau-là, c'est quoi? C'est, d'après mon équation, tout ça, c'est égal à, regardez, c'est au-dessus, c'est N0 delta P plus M0 delta Q. C'est exactement delta V moins I. C'est la vanne. Donc évidemment, l'ensemble de tout ça, ce n'est rien d'autre que V1, d'accord? Le I qui est là et le I qui est là sont rond. Donc, vous pouvez lire ici sur mon bilan les conséquences de mon opération financière. Maintenant, on n'a pas tout reporté sur ce truc. Ce qu'on nous explique dans l'énoncé, c'est que, donc ça, on sait que delta V moins I, ça vaut combien? Ça vaut 50, d'accord? Ça vaut 900, et l'intégralité, ça vaut 1050. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous explique dans l'énoncé? Donc ça, il faudrait revenir à l'énoncé, puis j'ai arrêté là parce qu'on a fini le cours. D'accord? C'est que, ce qu'on nous explique, c'est que la valeur de marché des capitaux propres a augmenté de 50. Elle a augmenté. La valeur de marché des capitaux propres, d'accord, avec le nouveau brevet, devient 50. Devient 50. C'est ça qu'on nous explique. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là, par rapport à ce qui est ici? Ce qu'on nous dit, c'est que delta NP, c'est 50 ici. D'accord? Delta NP, c'est 50. Donc, ici, ça implique nécessairement que N0 delta P est égal à moins 50. Puisque delta NP c'est 50, c'est N0 delta P plus P1 delta N. P1 delta N, c'est l'investissement. Donc si les capitaux propres n'ont augmenté que de 50, ça signifie que N0 delta P a baissé de 50. Donc, parallèlement, si N0 delta P a baissé de 50, ce qui est indiqué dans le tableau de l'exercice, ça veut dire que M0 delta Q a augmenté de 100. Puisque delta P moins I est égal à 50. Donc, qu'est-ce qui passait en fait dans ce brevet? Ce brevet, il a une vanne qui est positive, qui est 50. C'est sa vanne, elle est positive. Le problème, c'est que ce brevet, qui est financé par les actionnaires, c'est pas très important le fait qu'il soit financé par les actionnaires. On s'en fout un peu. C'est ce qui est indiqué dans ce carré-là. D'accord? Ici, il est financé par les actionnaires, mais c'est pas très important. Ce qui est sûr, c'est qu'il détruit de la valeur pour les actionnaires. N0 delta P. Mais évidemment, s'il a détruit pour les actionnaires, comme la vanne est positive, ça veut dire que si on vendait le brevet, en fait, c'est les créanciers obligataires qui se le mettent dans la poche. Vous imaginez bien que jamais les créanciers, les actionnaires n'accepteront de mettre en œuvre un brevet qui, pour eux, va se traduire par une perte sèche à l'avantage des créanciers obligataires. D'accord? La caractéristique de ce brevet,
c'est que ce brevet, il est peu risqué. C'est quoi ce brevet? Est-ce qu'il existe dans la réalité? Ce serait un brevet qui est peu risqué, on verra un exemple après, pas aujourd'hui mais la semaine prochaine. C'est un brevet qui est peu risqué et qui a tendance à rendre la dette moins risquée et donc à augmenter le prix de l'obligation. C'est pour ça que M0 delta Q augmente de 100, delta Q augmente de 100, le prix de l'obligation augmente de 100. Donc évidemment, que ce brevet qui est à valeur positive, si on arrive à le trouver, s'il existe, et il doit exister, je le décris comme tel, d'accord, il ne sera pas mis en œuvre, puisqu'il a beau avoir une valeur positive, P1 moins P0 est négatif. Donc évidemment, les gens n'auront pas intérêt à le faire. Et ce que vous devez retenir de ce tableau, et c'est pour ça que moi j'aime bien cette manière de faire, c'est que là vous comprenez bien à quoi sert un bilan. Le bilan, vous voyez, il regarde les stocks, mais en même temps, là on fait apparaître les variations de stock, et en même temps on fait apparaître le schéma de financement d'investissement, c'est là. Le premier rectangle, c'est la manière dont la valeur, la vanne est partagée, d'accord. Et puis le reste, c'est l'équilibre du bilan, d'accord. Donc on voit bien comment ça fonctionne et d'où vient le problème. Bon, maintenant, il faut trouver le problème en question. C'est un problème peu risqué par définition. Ça, on verra ça la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention et on se retrouve la semaine prochaine.